Pourquoi c'est si dur d'arrêter de fumer? Pourquoi on a des fringales? Est-ce qu'on est obligé de reprendre du poids? Et qu'est-ce qu'on peut faire si c'est le cas? Et certaines plantes peuvent-elles nous aider à arrêter de fumer? Bonjour à toutes et à tous, ici Charles Brumeau, diététicien. Je ne ferai pas très long comme introduction. On a vu avec Sonia dans la partie 1 que le tabac était une tridépendance et qu'on n'en sortait pas d'un claquement de doigts ou par j'ai de la volonté, donc tout ira bien. On a parlé aussi des plantes qui agissent, des plantes qui aiment comme la passiflore, la valériane, le tilleul. Et là, on commence la partie 2 de cet épisode consacré à l'arrêt du tabac avec une des raisons qui font que l'on rechute le plus dans la défume, eh bien, c'est la reprise du poids. Pour cet épisode, je suis toujours accompagné de Sonia, aka conteuse végétale, et son podcast Sorcière en herbe. Belle écoute à vous. Le conseil numéro 6, se préparer à la reprise du poids. Alors ça, c'est vraiment un point très important, même crucial. C'est une des raisons principales pour lesquelles les personnes qui arrêtent la cigarette reprennent. C'est la possible reprise du poids. Et ça, malheureusement, les pros de santé qui veulent pas déplaire disent bah, tiens, si vous mangez équilibré, vous n'avez pas de raison de prendre du poids. Hein. Ou alors, un peu solutionnante, quoi, on va tout faire pour que vous ne preniez pas de poids. Avec déjà un côté solution directe, ou alors pire, bon, écoutez, c'est rien, hein, franchement, quelques kilos à côté de ce que vous allez gagner si vous arrêtez le tabac. Et ça, c'est une intention louable de relativiser, de tenter de détendre un peu la personne, mais déjà peut-être c'est le reflet que nous-mêmes on est flippés par rapport à cette personne et puis surtout la personne se sent incomprise parce qu'en vrai, elle flippe tout simplement de reprendre du poids et elle ne voit que des inconvénients après 1 mois d'arrêt. Et la réalité, c'est qu'il y a 2 chances ou risques sur 3 que vous preniez du poids, que vous rattrapiez le poids perdu avec la cigarette. En moyenne, c'est autour de 3 à 4 kilos pour les femmes, 4 à 5 kilos pour les hommes. Donc voilà, là, nous ne sommes pas tout à fait égaux. Il y a 1/3 des gens qui ne prendront pas de poids et en moyenne, 2/3 qui prendront ou rattraperont le poids perdu. Pour plein de raisons, hein, aussi parce que la cigarette, ben, elle augmente légèrement le métabolisme de base, parce qu'elle a aussi un effet anorexigène, donc un effet qui coupe l'appétit, qui coupe un peu la faim, ou parce qu'elle permettrait de mieux gérer le stress, et que donc, bah, maintenant qu'on a un coup de stress, pam, on a appel à d'autres stratégies, on a des pulsions sucrées pour les réguler. Alors si vous êtes dans le cas, ou si vous avez un proche qui cherche à arrêter de fumer, moi, j'aimerais vous proposer l'expérience suivante. Attention, elle est peut-être un petit peu inconfortable, mais pas impossible. Imaginez-vous dans votre salle de bain en train de vous peser et d'observer votre poids habituel sur la balance. Le chiffre s'affiche. Et là, qu'est-ce qui se passe en vous ? Qu'est-ce que vous observez ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent ? Est-ce qu'il y a des émotions que vous éprouvez ? Quel type d'émotions vous éprouvez à ce moment-là ? On est d'accord que quand le poids s'affiche sur la balance, on n'est pas toujours en amour avec cette balance. Maintenant, je vais vous demander de vous projeter dans 6 mois. Vous avez arrêté de fumer et votre poids marque plus 5, voire plus 6 kilos. Le chiffre s'affiche. Et là, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe en vous ? Là encore, qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Qu'est-ce que vous observez ? Est-ce qu'il y a des pensées qui vous viennent ? Est-ce qu'il y a des sons, des images, des histoires, des mots qui vous viennent dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit, au niveau des émotions ? Et tiens, en présence de ces pensées, de ces émotions, qu'est-ce que vous auriez envie de faire à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre aussi, peut-être ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez, mais qui aille dans le sens de l'harmonie et de l'équilibre sur le long terme ?
Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux si vous les avez fermés. Alors c'est vrai que c'est une expérience qui est pas forcément facile, cette visualisation. Tiens, moi dans 6 mois avec, 5 kilogrammes de plus. C'est assez inconfortable, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est nécessaire de s'y préparer. En fait, si on s'y prépare pas alors qu'on a 2 chances ou 2 risques sur 3 de le vivre, hein, on se trouve fort dépourvu quand la bise fut venue. C'est-à-dire qu'on nous vante tous les bienfaits, de l'arrêt du tabac. «Ah, ça va être mieux pour tes poumons, tu vas retrouver une meilleure peau, retrouver enfin le vrai goût des choses, quoi». Et accessoirement aussi drastiquement diminuer le risque de cancer puisque, ben, on le rappelle un peu, c'est, la première cause de mortalité évitable. Je crois qu'il y a 75 000 décès par an, c'est encore un chiffre extrêmement important. Mais on ne nous parle pas assez des émotions inconfortables et douloureuses qu'on peut traverser quand on voit notamment ce chiffre et tout les, ce que ça peut nous enlever aussi, l'arrêt du tabac. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est normal de vivre des émotions, heu, difficiles à traverser. C'est dur à vivre, mais c'est normal. C'est un processus, quoi. C'est un truc à processer, à traverser et quand vous y serez confronté, n'oubliez pas que c'est, ben, parfaitement humain, de ne pas être tout à fait à l'aise avec un corps qui change ou qui rechange. C'est au fond quelque chose de très humain, c'est pas du tout exceptionnel. C'est quelque chose qu'on partage tous et toutes, la honte, la culpabilité, la tristesse, la déception, le fait de se sentir insuffisant. C'est pas facile à vivre, mais ça fait partie de l'expérience humaine et une fois qu'on a, intégré ça vraiment dans notre cœur, c'est quand même beaucoup plus facile dans le sens où, ben, on n'est pas surpris, on n'est pas, pris comme le lapin dans les phares d'une voiture en mode, «C'est horrible ce qui m'arrive, c'est exceptionnel, je suis la seule à vivre ce truc-là, c'est très désagréable, si je prends X kilos, c'est que j'ai fait quelque chose de mal, c'est que c'est forcément un problème». Eh bien, au contraire, le fait de normaliser le fait que, ben, c'est possible en fait, quoi. C'est possible, c'est pas facile, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience humaine. Ben, déjà, notre niveau, d'émotion, il baisse de 2-3 crans. Quand il baisse de 2-3 crans, ça permet vraiment d'avoir des réponses qui sont plus, plus propices, qui permettent de mieux prendre soin de soi, quoi. Plutôt que: «Oh, j'ai un stress énorme de 12/10, je sais pas quoi faire, il faut absolument que je me mette au régime», tout ça, quoi. D'ailleurs, Sonia, est-ce que tu as des remèdes pour, aider à, traverser ces émotions, c'est-à-dire ces courants d'ondes qui sont plus ou moins agréables? Mmh. Alors bien sûr, il y a les plantes dont on a déjà parlé tout à l'heure, et puis, globalement, l'arrêt du tabac peut, voire, provoque tout le temps une forme de stress et pour faire face au stress, il y a pas mieux que les plantes adaptogènes. Pour plein de raisons, parce que ce sont les plantes du stress, mais en plus, comme leur nom l'indique, adaptogènes, elles vont réguler le corps en entier. Elles vont agir là où on en a besoin Adaptogène, c'est et qu'est-ce que ça veut dire? Moi adaptogènes, j'entends ce terme, alors j'ai quasiment fait 2 épisodes entiers qui parlent que de ça l'année dernière. C'est tellement magique et un grand sujet il y a des livres entiers qui en parlent. C'est compliqué en quelques minutes de dire ce qu'il en est, mais moi j'invite les personnes qui nous écoutent à aller écouter les épisodes de mémoire 28 et 29 de septembre 2022, donc il y a un peu plus d'un an, qui traitent des plantes adaptogènes. Mais je peux en conseiller là. Donc on a la rhodiola qui va agir sur la dopamine, donc c'est important puisqu'il y a une baisse de dopamine liée au sevrage nicotinique. Donc la rhodiola rosea, peut agir sur cet aspect-là. Les autres plantes adaptogènes, on a l'éleutérocoque, on a le tulsi ou le basilic sacré, on a l'ashwagandha. Donc je ne vais pas non plus rentrer dans les précisions des dosages parce que ça dépend du dosage de la gélule qui est dans le commerce. Il faut toujours respecter ce qui est indiqué sur les emballages.
Ça ne sert à rien aussi de les accumuler. Il faut trouver celle qui agit le mieux sur soi. La rhodiola est un peu le 4x4 des plantes adaptogènes, donc elle est super. Et toutes les plantes adaptogènes vont agir le matin pour plutôt stimuler et en soirée plutôt pour calmer. Si en plus on la cumule avec de la prise de Griffonia simplicifolia, donc la Griffonia est une plante qui contient un précurseur à la sérotonine, qui est aussi en baisse pendant le sevrage nicotinique. Donc on en prend le matin, une gélule. Donc le mieux, c'est en extrait standardisé à 350 mg par gélule, et on en prend une le matin, une en fin de journée, parce que c'est en fin de journée, à l'heure du goûter, à peu près. Et c'est là que le cerveau va commencer à fabriquer sa sérotonine. Et donc, on va stimuler la fabrication de la sérotonine à ce moment-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la sérotonine est la précurseur et l'hormone qui va précéder, qui va induire le sommeil grâce à la mélatonine qui va être fabriquée après. C'est pour ça que les personnes dépressives qui sont donc en déficit de sérotonine et de dopamine dorment mal en plus, parce que c'est lié à la sérotonine. Si on n'a pas de sérotonine dans la journée, on ne peut pas avoir de mélatonine le soir au moment de se coucher. Donc voilà pour les conseils. Tu parlais d'alimentation, il y a un truc très gourmand et qui apporte à la fois du magnésium, de la vitamine du groupe B, en particulier B6 et B12, qui sont très intéressantes aussi. Je pense que tu es d'accord avec moi, mais si je dis une bêtise, tu m'arrêtes. Je suis pas non plus diététicienne, mais spécialiste de l'alimentation. C'est prendre une petite banane avec 2 carrés de chocolat qui contiennent du tryptophane, enfin des précurseurs de tryptophane aussi, et une petite poignée ou d'amandes ou de noix de cajou. Le tout ensemble va apporter et du magnésium et de la aider à fabriquer cette fameuse sérotonine et des vitamines du groupe B qui vont en fait fixer aider à l'absorption de ce fameux magnésium qui chute beaucoup quand on est en état de stress. Ouais, ça c'est vrai que le magnésium, en fait, on a besoin de plus de magnésium pour faire face au stress, et en même temps, une situation de stress, on constate une fuite urinaire de magnésium. Donc ça, vraiment des aliments riches en magnésium. Oui, alors il y a la banane, il y a le chocolat, mais vraiment c'est plus pour aussi le côté goût. Voilà, il y a d'autres sources plus précises de magnésium, notamment dans les céréales complètes, les légumineuses, ou sinon tout simplement une complémentation si on a du mal à en manger au quotidien. Je vous mettrai aussi quelques listes d'aliments riches en magnésium en description de cet épisode qui, disons, sera très fourni de ce qu'on dit. Ok, donc plantes adaptogènes. Oui, je voulais juste aussi revenir sur cette notion de prise de poids. On ne prépare pas son corps avant le sevrage en se disant je prends de l'avance sur mon poids, je vais perdre beaucoup de poids pour qu'au moment du sevrage, en grossissant, je retrouve mon poids d'équilibre. C'est la fausse bonne idée, parce que quand on a fumé longtemps, voire fumé plus de l'alcool, plus d'autres substances, mais on va parler que de la cigarette, les toxines ont tendance à s'accumuler dans le gras. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un régime très restrictif? Au bout d'un moment, le corps va puiser dans le gras pour trouver de l'énergie. Et qu'est-ce qui se passe? Par déduction, ces toxines vont recirculer dans le corps. Donc moi, ce que je conseille, plutôt que de faire un régime restrictif pour prendre de l'avance sur la prise de poids, c'est plutôt de commencer à nettoyer son corps. En plus, si on nettoie son corps et les récepteurs nicotiniques, le sevrage à la nicotine se fait plus en douceur, puisque les récepteurs contiennent de moins en moins de cette substance qui va nous manquer en cas de sevrage. Donc tout est intéressant. Donc il y a des plantes pour ça. Le foie se nettoie très bien avec le pissenlit, l'artichaut, le chardon-marie. Les poumons se nettoient très bien avec le bourgeon de noisetier. Les intestins avec le fenouil. Les reins avec le bouleau ou l'aubier de tilleul que j'ai cité tout à l'heure. Donc il y a un panel assez intéressant de plantes purificatrices et détoxifiantes qu'il est bon de faire ou juste avant le sevrage ou tout début du sevrage pour aider
tous les émonctoires à se nettoyer et à expulser ce qu'il a accumulé, en particulier les poumons. Ça les aide à mieux fonctionner, quoi, c'est ça? Ce que tu dis, ça c'est des choses qui, Ça aide à mieux fonctionner, ça aide comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on va nettoyer les récepteurs et donc on a par conséquence moins cette sensation de manque si les récepteurs sont nettoyés ou si on accélère le nettoyage de ces récepteurs nicotiniques ou de toute autre substance, hein, si on est accro à d'autres substances, eh ben, ça va aider à gérer le manque puisque le manque sera moins important puisque les récepteurs ont été nettoyés. Je ne sais pas si c'est très vulgarisé ce que je Mmh. dis, bien sûr c'est un peu plus complexe que ça, mais moi je suis pour la vulgarisation et les images simples pour comprendre ce qui se passe dans le corps. Justement en parlant de pratiques, pour, bien réguler son poids, là c'est 8e conseil, mais il y a vraiment 1000 et une façons de s'y prendre. On peut déjà se poser 3 questions. Tiens, qu'est-ce qui serait une prise de poids acceptable? Et imaginons que je dépasse ce poids, heu, qu'est-ce que ça me ferait vivre? Qu'est-ce que ça me ferait faire? Super important. Ensuite, qu'est-ce que je connais de la gestion du poids? En vrai, ça c'est lié à notre éducation, l'ensemble de nos itérations avec la nourriture, de nos expériences, de est-ce qu'on est gros consommateur de réseaux sociaux ou pas, vu tout ce qu'on voit passer? Et tiens, quelles seraient les grandes lignes pour, mieux gérer son poids de manière, respectueuse dans cette période particulière que je m'apprête à traverser? Là, je vais vous dessiner quelques pistes, mais elles sont non exhaustives, elles ont absolument pas valeur de consultation, mais, c'est aussi des pistes de réflexion pour vous. Hem, donc ben, faire un régime, là, je pense que j'aurais le même réflexe que vous, mais on l'a vu, c'est vraiment une fausse bonne idée, là, faire un régime pour contrer la prise de poids qui va ou qui peut avoir lieu. Bon, ça, c'est souvent une vision court-termiste et on se fait ensuite, rattraper malheureusement par la patrouille. Si on a des fringales, ben, le meilleure, façon de contrer les fringales, c'est de manger. Ça veut aussi dire s'organiser quand on n'a pas de fringales pour avoir à disposition, des aliments qui sont bons pour la santé et bons pour les papilles quand les fringales, tapent à la porte, hein. Pas hésiter à miser sur des aliments qui sont rassasiants et satiétogènes. Donc ça veut dire plutôt une assiette riche en fibres, légumes, légumineuses, céréales complètes et en protéines, des œufs, du tofu, de la viande, des poissons, pour la plupart de nos assiettes. Ça ne veut pas dire qu'on fait jamais de raclette ou de plat en hête, ça veut dire qu'on tend vers ce type d'assiette équilibrée la plupart du temps. Ça peut être, une omelette de 3 œufs avec, l'épice de votre choix, des pousses d'épinards un peu sur le côté, du pain complet, pourquoi pas grillé pour bien se caler. Ensuite, il faut manger plus souvent, plus régulièrement. Donc ça veut dire mettre des collations qui sont engageantes, agréables, régulières, de manière à, aborder les repas du midi et du soir avec un niveau de faim qui soit compris entre 4 et 6 sur 10 pour diminuer l'impulsivité. Donc 4 et 6 sur 10, on a quand même des petits symptômes de faim, mais on n'a pas des grosses crampes qui nous intiment de faire, disparaître au plus vite ce sentiment d'urgence de faim, quoi. Exemple de collation, tartine de fromage de chèvre frais avec des noix ou éventuellement du miel, un yaourt ou un skyr, avec des noisettes et un fruit frais et on l'a dit avec une banane, noix de cajou et du chocolat ou des pistaches comme vous voulez. Et puis comme ça, en plus, le fait de faire une collation, ça vous forcera à faire une pause, parce que vous avez peut-être oublié de faire une pause. Pour l'équilibre nerveux, justement, pendant cette période, les recommandations, c'est 2 poissons, dont 1 gras par semaine. Bah, moi, je dirais pendant cette période, 2 poissons gras par semaine, si possible des petits poissons si vous en mangez. Si vous n'en mangez pas ou que vous n'aimez pas du tout ce goût-là, vous pouvez aussi vous complémenter en oméga 3 avec une petite vigilance sur l'indice de peroxydation, l'indice Totox, qui devrait être inférieur à 10 et ça, c'est important parce que, bah, sinon on va avoir l'effet inverse, des oméga 3. Et s'il y a pas de mention de cet indice, et s'il y a pas de mention de cet indice Totox, ben, vous changez de complément et point barre, vous allez ailleurs. Stabilité aussi du système nerveux avant de passer à table. On fait des petits exos quoi, on se détend, là encore on est en mode je fais une petite pause, système parasympathique, on peut faire de la cohérence cardiaque, on peut, juste faire une petite activité qui détend avant de se nourrir quoi pour, se dire: «Bah, tiens, je passe sur un autre mode que j'envoie des mails et des PowerPoint à toute berzingue». Toute berzingue, expression plus utilisée depuis 1924 peut-être, je crois?
À peu près, oui. Je dirais 26, 27. Ouais, les années 20, c'est ça, super. J'ai 82 ans en fait dans ce corps de jeune. Donc là, vraiment, l'idée, ça peut juste être, voilà, je me lave les mains, j'observe tranquillement la température de l'eau, les mousses du savon, s'il fait des petites bulles, est-ce qu'il y a du son, tout ça. Juste, j'essaie de descendre d'un cran pendant 30 secondes, 1 minute si j'ai pas plus. Ensuite, un petit focus antioxydant. La couleur, crudité colorée. Épices, des fruits violets comme des figues, des oranges, du rouge, du rose, des légumes marrons, des aromates toutes vertes. Vraiment, voilà, rajoutez de la couleur dans vos assiettes, hein. Plus c'est coloré, plus c'est pigmenté, plus il y a d'antioxydants dedans. Et puis, selon votre tolérance, contribuez à l'équilibre de votre microbiote, hein, l'ensemble des virus et micro-organismes qui colonisent toute votre longueur d'intestin. Et là, l'idée, c'est de consommer régulièrement un produit lactofermenté, tofu, kombucha, kéfir, yaourt, pain au véritable levain naturel, donc sans levure, mais avec levain, légumes lactofermentés, si possible non pasteurisés, parce qu'on en trouve en bio, mais qui sont déjà pasteurisés, donc ça tue un peu le côté vivant. Et puis enfin, il y a, bah, tiens, comment je vais réussir à m'occuper de mon corps pendant cette période, hein? Le fait peut-être de débuter ou de reprendre une activité physique, quotidienne comme, la marche ou le vélo à basse intensité et si possible la pratique du sport avec une dominante de renforcement musculaire, justement pour, maintenir ou accroître, la masse musculaire et là encore ça fait partie des bonnes pratiques pour un métabolisme, qui marche bien. Sur les sensations alimentaires, faim, rassasiement, satiété, ça je vais très vite parce que je vous renvoie, je crois que c'était mon épisode numéro 4 de Dans la poire sur les sensations alimentaires et un dernier point, c'était un véritable tunnel. Je fais un tunnel à la Ségolène Royal, focus petit déjeuner. C'est-à-dire que si vous avez faim le matin, je dis bien si vous avez faim le matin, c'est possible de ne pas avoir faim le matin. Petit déjeuner plutôt protéiné et gras, ça aide à mettre la journée dans le bon sens au niveau des neuromédiateurs, notamment dopaminergiques et de l'envie de faire des choses, de bouger, d'y aller avec entrain, quoi. Et ça, c'est un petit game changer, dont vous pouvez, ressentir les effets en quelques jours seulement, vraiment de changer votre petit déjeuner. On a le classique, ben, 2 œufs au plat, du thé vert ou du café. On peut aussi manger du fromage frais et des noix au petit-déj ou un fromage blanc avec du granola. Si vous avez le temps de le faire maison, c'est bien. Rajoutez un petit creux de noisette aussi si le granola est un peu sucré ou des pancakes à la farine de sarrasin avec du cottage cheese dessus, soit un peu de poivre version salée, soit un peu de miel version, sucré-salé. Ça cale bien, ça met en route la journée et si vous êtes en déficit de sérotonine, eh bien ça aide à réguler une partie des émotions, des envies de manger émotionnelles qui peuvent vous prendre, ben, l'après-midi, en fin de boulot ou le soir devant Netflix en mode canap. Voilà. Justement, sérotonine, Sonia, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as quelque chose qui peut accompagner, cette baisse de sérotonine? En fait, tout ce qu'on a dit jusqu'ici, enfin, du moins ce que j'ai mis en avant, vont jouer sur la sérotonine. Je reviens juste très rapidement sur la plante de la sérotonine, c'est la fameuse Griffonia simplicifolia, qui est en fait d'abord un aliment qui est utilisé Mmh. dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et dans les graines de cette plante, on trouve le fameux 5-hydroxytryptophane, appelé aussi plus facilement le 5-HTTP, un peu HTTP comme une adresse d'URL. Et elle augmente donc les quantités de sérotonine dans le cerveau, cette fameuse hormone du bonheur. Donc, on a le choix ou le goûter dont on a parlé tout à l'heure, ou prendre de la griffonia le matin, une gélule le matin dosée à 350 milligrammes, et une autre plutôt en fin de journée, pas le soir, pas au repas, mais juste à la fin de la journée, parce que c'est là aussi que le cerveau va fabriquer la sérotonine, et donc on lui donne un coup de pouce pour avoir la bonne quantité de sérotonine qui, je le rappelle, se transforme ensuite en mélatonine, et donc bingo, cercle vertueux.
on dort bien et donc le lendemain, on est de meilleure humeur et ainsi de suite. Voilà pour le conseil. Et je te rejoins. La reprise de sport, on le sait, hein, le sport ou une activité physique régulière, ça stimule la dopamine, la sérotonine. C'est un excellent antidépresseur naturel. Il y a aussi, pourquoi pas, reprise ou se mettre au yoga doux. Je parle bien du yoga doux, pas l'ashtanga qui demande des performances physiques un peu particulières, mais le yin yoga, par exemple, c'est excellent. La marche ou la marche rapide, le vélo, tu en as parlé. Il y a aussi toutes les techniques de relaxation, y compris la cohérence cardiaque, mais ça peut être aussi la méditation, une méditation le matin ou plusieurs petites dans la journée, de la relaxation tout simplement, des méditations guidées qui stimuleraient en plus la volonté avec moi j'aime bien dans des moments un peu down me mettre dans les oreilles des méditations guidées avec ce qu'on appelle ces phrases positives répétées en boucle et on finit par y croire et on se remet en route et de meilleure humeur après. On Et reprogramme voilà, ses donc pensées. tout ça combiné à un tabacologue, combiné à de l'hypnose, pourquoi pas. Chacun va pouvoir puiser et chacun et chacune va pouvoir puiser la recette qui lui convient parce qu'encore une fois, on est des individus uniques. Ce qui marche pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Il faut tester et jusqu'à trouver la recette miraculeuse, mais la recette miraculeuse pour soi. Waouh! Qu'est-ce que tu en penses, Charles? Super, moi je trouve ça très chouette. Tester, test and learn, cette recette miraculeuse. Moi je terminerai par quelque chose qui est pas du tout anticipé aussi. La douceur et la tendresse, ni Dieu ni maître, mais de la tendresse, bordel. C'est-à-dire que on se met en mode Rocky, en mode tiens, demain j'arrête, j'arrête, go, 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 go. Et quand ça se passe pas comme prévu, on s'en veut, on se rigidifie. Et tiens, pour la bouffe, par exemple, ça peut donner, tiens, est-ce qu'il faut absolument que 100% de mes repas soient désormais équilibrés? Et voilà, on peut peut-être se dire, tiens, à partir de quand on commence à être pas mal? C'est pas toujours souhaitable en vérité de faire toujours du 100%. Et si je suis à 2 tiers de mes repas qui sont plutôt équilibrés, je suis pas mal du tout, quoi. 3 quarts, je suis vraiment au top du top, c'est vraiment chouette, quoi. Et là, on s'encourage autant qu'on s'engage, et ça, c'est vraiment important dans la réussite de ce projet. Euh, Ensuite, il est possible que, vu notre société, vu tout ce qu'on dit sur la bouffe, le poids, tout ça, on nourrisse des aliments sur on nourrisse, beau lapsus, on nourrisse des pensées sur les aliments ou sur les bonnes façons de perdre du poids, ce qu'on peut appeler aussi de la restriction cognitive, donc liée à nos pensées. Et on peut vite s'enfermer dans quelque chose de binaire. Ou je foire, ou je réussis, à 100%. Et là, le cerveau vrille et il est plus capable de faire la part des choses, c'est-à-dire qu'on va surzoomer, perdre de vue les détails. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la vue d'ensemble. C'est au fond de se dire, bon, là, est-ce que je suis pas en train de surfocaliser sur un détail? Est-ce que je suis plutôt dans la bonne direction vers quelque chose qui est profondément équilibré pour moi? Si c'est pas le cas et que là, pendant 2-3 jours, que j'ai mangé un peu trop de produits transformés, comment je pourrais m'y prendre pour réajuster mes comportements avec tendresse et soutien? Et puis, dernier petit tips, en fait, il y a aussi des petites habitudes, ça c'est vraiment, le côté comportemental pur, des petites habitudes à faire évoluer. Le café clope, on en a parlé. Est-ce que je peux élargir mon comportement pour décaler ce moment? Peut-être alterner avec d'autres boissons pour essayer de déconditionner cette habitude. Tiens, je prends un café, donc je dois prendre une clope. Même chose, si je mange dans la cuisine et qu'après j'ai l'habitude de fumer dans le salon, peut-être que pendant 2-3 mois, ce sera utile de manger directement dans le salon et d'observer ce qui se passe, en quoi c'est différent de d'habitude. Voilà, on avait pas mal de choses à dire. On était parti pour 20-25 minutes d'épisode et finalement, ça sera quasi le double. Mais je pense qu'on a couvert un large spectre des conseils, des clés, des pièges dans lesquels on peut tomber quand on cherche à arrêter de fumer. Et pour boucler la boucle, comme diraient certains, en autre expression pas très joyeuse et un peu ancienne,
Donc pour boucler la boucle, on revient au début de cet épisode où tu disais ce n'est pas une question de volonté, c'est bien plus subtil et bien plus complexe que ça, et il faut se donner tous les moyens nécessaires pour y arriver. Alors il y a des requis, ça existe, des gens qui du jour au lendemain s'arrêtent, jettent la dernière cigarette et ils n'y reviennent plus. Il y a des personnes aussi sur qui l'addiction à la nicotine ne prend pas. Ça concerne à peu près 5% de la population. Et donc, ces personnes ne sont jamais addicts. Ils en prennent et le jour où ils arrêtent, ils n'ont aucune sensation de manque. Et tant mieux pour elles, mais ça ne concerne que 5% de la population. Donc, statistiquement, on tomberait plus dans les 95% restants. Et pour ces personnes, eh ben, il faut se donner les moyens, ne pas partir gagnant, mais ne pas partir non plus perdant. Et comme tu disais tout à l'heure, test and learn, teste et apprends sur toi. Super, merci pour ce mot de la fin. Merci de votre écoute, merci de votre attention, de votre énergie. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. N'hésitez pas en tout cas à partager cet épisode, à en parler en bouche à oreille, à le partager sur vos réseaux, mais aussi sur les plateformes d'écoute, sur Amazon Music, Spotify, Apple Music, mais aussi sur WhatsApp, parce que c'est un truc qu'on peut se partager plus facilement sur WhatsApp si un de vos proches cherche à arrêter ou se pose la question ou est en pleine phase d'arrêt. N'hésitez pas, je pense qu'il pourra piocher des messages utiles dans ce podcast. En tout cas, merci Sonia d'avoir été là, d'avoir été au taquet. Merci Charles. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Et en conclusion à ces 2 super épisodes exceptionnels, je tiens à exprimer mon immense gratitude à Charles du podcast Dans la poire pour avoir accepté de relever le défi avec moi. Nous avons enregistré ce podcast dans le cadre du Challenge Cross Promo organisé par EcoFactory et l'hébergeur Ocha. Charles a apporté son expertise de diététicien et de nutritionniste pour encore mieux étoffer la série Novembre fait un tabac. Charles est aussi l'auteur du SAV de l'alimentation aux éditions First, une sorte de hotline de la nutrition entre humour, beaucoup de sérieux et un petit peu de dérision. Le podcast Dans la poire est disponible sur toutes les plateformes et je t'invite à le suivre sur son super compte Insta Charles Brumeau. Je te mettrai le nom exact dans le descriptif de ce podcast. Son compte est plein d'humour et tous les liens seront bien sûr dans le descriptif pour nous retrouver, Charles et moi. La série Novembre fait un tabac continue avec un dernier épisode diffusé mardi 28 novembre avec une hypnothérapeute et spécialiste du sevrage tabagique. Pour ceux qui souhaitent ne rien manquer des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter via le lien disponible dans la description ou dans ma bio Insta Conteuse Végétale. À très bientôt!